Alors, bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes là pour ce webinaire entre 13 heures et 14 heures et 14h30 pour ceux qui auront un petit peu plus de temps à la fin et qui souhaiteront nous poser des questions. Nous sommes Nathalie Labarre, Élie Gobin et Yanis Camus, trois associés de la coopérative Cohésion Internationale qui œuvrent partout en France et même à l'étranger sur les questions de management humaniste, mais aussi de gouvernance coopérative et de sociocratie, dont nous sommes les spécialistes tous les trois. À la fois, on intervient en tant que formateur, consultant et facilitateur dans ce type de démarches qui se veulent participatives. Et aujourd'hui, on a Nathalie Labarre qui va nous parler de l'intelligence collective et des conditions pour la faire émerger. Écoutez, hein, il est 13h02. Je vous propose qu'on lance maintenant les opérations. Nathalie, tu voulais en dire un petit peu plus sur toi ou c'est bon pour toi? Non, c'est bon pour moi. OK. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est Nathalie, notre intervenante. Moi, je serai l'animateur. Et puis, Élie, si tu veux bien nous aider sur la partie technique et aussi pour sélectionner les questions, ce serait super. Donc, au niveau consignes techniques, je vais demander à chacun d'entre vous de pouvoir utiliser le chat. Pour ceux qui ne savent pas encore bien comment utiliser Zoom, tout en bas, à peu près au milieu, à côté de partager l'écran, vous avez une petite bulle. Sur mon ordinateur, moi, c'est écrit converser. Sur certains, c'est écrit discussion, je crois. Si vous cliquez dessus, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre et vous pouvez écrire vos questions, éventuellement vos réactions. Mais on aimerait bien que vous puissiez en particulier utiliser ce chat pour poser des questions à Nathalie. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser pendant ces temps de présentation. À chaque fois, Nathalie, je vais te donner 8 minutes pour que tu puisses nous présenter les parties que tu as préparées pour aujourd'hui. Et puis, pendant ce temps-là, vous poserez vos questions, elle les lira et en sélectionnera quelques-unes. Donc, désolé, on risque de frustrer certaines personnes. On ne pourra sans doute pas prendre toutes vos questions, mais Ellie essaiera de sélectionner celles qui trouvera peut-être les plus intéressantes par rapport à ce qu'on connaît, des questions qu'on nous pose d'habitude dans nos formations, etc., pour essayer de vous permettre d'avancer le plus vite possible sur cette question de l'intelligence collective. Voilà, écoutez, c'est parti Nathalie. Ce que je te propose, c'est effectivement de te donner 8 minutes. Moi, je vais calculer le temps avec mon téléphone portable. Au bout de 7 minutes, je te ferai un petit signe comme ça pour que tu comprennes qu'il n'y a plus qu'une minute. Et puis ça, pour te faire comprendre que ce serait bien d'arriver à la fin de ta présentation pour qu'on garde une dynamique pendant ce webinaire. Et puis ensuite, vous l'avez compris, on vous permettra de poser vos questions. Et puis on verra si on a le temps aussi de permettre à certains de réagir. Donc peut-être un premier exercice sur votre papier, si vous êtes en train d'utiliser un papier. Vous faites deux colonnes. D'un côté, vos questions de clarification. Donc ça, c'est lorsque vous voulez vraiment que Nathalie approfondisse un des sujets qu'elle a déjà abordé ou un sujet qu'elle n'aurait pas abordé et que vous auriez une question. Et puis de l'autre côté, sur l'autre colonne, vous notez vos réactions, si vous êtes d'accord, pas d'accord, ce genre de choses. Voilà. Nathalie, c'est bon pour toi? Yes. Alors la question, c'est comment déployer l'intelligence collective? On aimerait apprendre tout ça. C'est à toi pendant 8 minutes. C'est parti. Merci. Alors, comment déployer l'intelligence collective? Alors, évidemment, en 3 fois 8 minutes, ça va être difficile voilà, d'expliquer de manière vraiment précise et détaillée comment déployer l'intelligence collective, mais j'ai l'intention de vous délivrer 3 clés aujourd'hui. Donc, la première clé, hop, voilà, c'est bon, c'est passé au deuxième écran. La première clé que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est comment déployer l'intelligence collective. Eh bien, c'est d'abord d'installer l'équivalence dans les espaces de prise de décision stratégique. Alors, effectivement, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est la notion d'équivalence surtout que là, je voulais mettre en avant. Alors, l'équivalence, c'est quoi? Eh bien, c'est pas l'égalité. Arriver à l'égalité, ça me semble pas possible et pas souhaitable de manière générale parce qu'on est tous différents. Donc voilà, donc l'égalité des droits, oui, bien sûr, c'est d'ailleurs les fondements de notre République, mais, euh, mais l'égalité dans nos intelligences, dans ce qu'on peut apporter, on a chacun des formes d'intelligence différentes et on a chacun des choses magnifiques à apporter dans un groupe, des compétences, des connaissances, de l'expérience. Et là-dessus, on n'est pas égaux. Et donc, du coup, euh,
ce qu'on va faire en installant l'équivalence, c'est qu'on va reconnaître chacun d'entre nous à sa forme d'intelligence particulière à apporter, ses connaissances, ses compétences, son expérience. Et en équivalence, on va donner la parole à chacun pour justement reconnaître chacune de ses intelligences, chacune de ses compétences, chacune de ses expériences. Donc pour ça, on va... alors comment faire? Hop, je passe à la deuxième slide. Comment faire? Eh bien, on va faire en sorte de créer... Ouais, ça va, ça marche. On va faire en sorte de créer des cercles de prise de décision stratégique. C'est-à-dire, on va différencier l'opérationnel du stratégique. L'opérationnel, c'est de manière concrète ce qu'on fait, en fait, et ça découle du stratégique. Les stratégiques, c'est les grandes décisions importantes qu'on va prendre ensemble. Et on va, comme on est en équivalence, chacun est important et chacun a quelque chose à amener, et bien toute personne impactée par la décision qui va être prise participe à la prise de décision. Donc, on crée des cercles qui peuvent se superposer en fait aux services existants dans les organisations. Et donc, toute personne impactée va participer à la prise de décision. Et comment on va prendre les décisions? Eh bien, on va changer en fait de manière de prendre les décisions. On ne va plus utiliser le vote pour ou contre. Donc, c'est un vrai changement de paradigme. Mais on va prendre des décisions ensemble en intelligence collective. C'est un mode de décision qui est très inclusif en fait. Parce que quand on est au vote pour ou contre, quand il y a une personne qui vote contre, ou deux ou trois, eh bien du coup, ses idées, ses compétences, son intelligence qu'elle a apportées est mis de côté et n'est pas considéré. Alors que dans les modes de décision qui sont issus de l'équivalence, eh bien, toute personne et tout ce qu'elle a amené est inclus. Et il existe des techniques très efficaces pour cela. Alors, ensuite, qu'est-ce que ça demande d'installer l'équivalence dans les organisations? Eh bien, ça demande en fait de questionner ensemble notre maturité coopérative. Est-ce que c'est facile pour nous? Est-ce que on est déjà dans cette ambiance-là, dans cet esprit-là? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'on est attaché à des modes de fonctionnement, à des valeurs importantes? Voilà. Et individuellement, ça va nous demander aussi d'interroger notre relation au pouvoir, parce que dans cette question des prises de décision, c'est là que se logent tous les jeux de pouvoir présents dans les organisations, et aussi à la prise de responsabilité, parce que du coup, qui dit équivalence, qui dit prise de décision inclusive, dit eh bien chacun va participer à la prise de décision et prendre la responsabilité également de cette décision. Donc c'est une vraie transformation intérieure qui est proposée, individuelle et aussi au niveau collectif, au niveau de la maturité. Alors, j'ai des petits bugs, voilà. Et enfin, qu'est-ce que ça engendre du coup d'installer l'équivalence dans les organisations? Quelles conséquences ça a? Eh bien, elles sont, voilà, et pour moi, elles sont toutes positives. Plus d'engagement et de motivation, bah oui, parce que quand on inclut et on implique les personnes et que chaque personne est traitée en équivalence, eh bien, du coup, chaque personne a beaucoup plus envie de participer à la vision et aux missions de l'organisation. Ça engendre une amélioration de la performance globale, bah oui, parce que comme on fonctionne en intelligence collective et comme tous les points de vue sont intégrés, du coup, toutes les intelligences, toutes les compétences, toutes les connaissances, toute l'expérience, eh bien, on arrive à des meilleures décisions et donc on améliore la qualité des produits et services que fournit l'organisation. Et il y a également une meilleure circulation de l'information. Je ne suis pas rentrée dans les détails de l'équivalence, c'est une notion qui est utilisée beaucoup en sociocratie, et donc c'est de ça dont il s'agit depuis tout à l'heure. En sociocratie, il y a un système de double lien qui fait que chaque cercle élit un représentant qui va être présent au cercle de décision supérieure dans la hiérarchie, et qui fait que là, il y a une excellente circulation de l'information de haut en bas et de bas en haut dans toute l'organisation. Et voilà pour moi. Je ne sais pas du tout au niveau du timing où j'en étais. Comme d'habitude, tu as été hyper synthétique, bravo. On n'a pas tous cette qualité, donc on a gagné quelques minutes, c'est parfait. Du coup, à la fin de ta première présentation, je crois que tu nous as préparé un sondage, c'est ça? Oui, tout à fait. Élie, est-ce que tu serais OK pour lancer le sondage? Tac, tac, tac. Voilà. Alors, chers amis, je vous invite à répondre à ce sondage. Vous avez 5 questions. Et puis Nathalie, je te demanderai dans une minute, à la fin du sondage, de bien vouloir commenter les résultats.
Alors oui, ce n'est pas 5 questions, hein. Vous choisissez, vous l'avez compris, l'affirmation avec laquelle vous étiez en accord. Je pense que tu as mis 1 minute, Élie, pour le sondage, c'est ça à peu près? Ouais. Allez, on a 82% de votes. On a des abstentionnistes parmi nous. C'est OK. Vous pouvez voter autre, hein, si vous voulez. Comme ça, on verra que tout le monde a participé. Bon, je vais mettre fin au sondage. Hop. Et je vous partage les résultats tout de suite. On est à 87% de participation. Alors, Nathalie, est-ce que tu vois le résultat? Oui, alors j'ai oublié de demander à Ellie de faire des captures d'écran. Je ne sais pas s'il est en mesure de les faire, sinon il faut que je les fasse. Bon. Ok, super. Pas de problème. Donc la moitié d'entre vous, voilà, sont raccord avec le sujet, on va dire. Je pense que c'est une super idée d'installer l'équivalence dans l'organisation. Et alors, concernant l'autre moitié, il y a presque 30% que ça semble difficile, mais possible. Voilà, moi je me reconnais d'ailleurs dans les 2 premières affirmations. Hein. Je pense que c'est quelque chose de difficile dans le sens où ça prend du temps et pour moi il faut être accompagné pour ça. Mais voilà, ça se fait pas. Si c'est pas présent, ça se fait pas en un claquement de doigts. Une utopie, 5%, ok. J'entends effectivement que ça peut paraître une utopie et voire même peut-être effectivement dans certains cas être difficile dans les conditions existantes. Pas nécessaire parce que ça fonctionne bien comme c'est pour 3% des gens, donc assez peu en fait qui considèrent que c'est une utopie ou pas nécessaire. Et autres 13%, eh bien peut-être dans les personnes qui ne se sont pas reconnues dans une des 4 affirmations, je vous invite à peut-être demander à prendre la parole tout à l'heure pour témoigner ou à travers une question. Et voilà. Super, merci Nathalie. Élie, est-ce que parmi les questions, tu pourrais nous en sélectionner 1, 2 ou 3, sachant que peut-être il y en a d'autres qui vont venir au travers des réponses de Nat. Donc on commence par la première et puis on va voir après. Il y a Elka qui demande ce que veut dire l'équivalence. C'était pas clair pour elle. Oui, alors pour être plus précise, l'équivalence, c'est le fait de considérer que mon point de vue, mon avis, mon opinion a autant de poids, vraiment exactement autant de poids qu'une autre personne. Et je disais que c'était différent de l'égalité, c'est-à-dire que je ne suis pas forcément égale à cette personne, on peut avoir un niveau hiérarchique différent par exemple, on peut avoir une expérience différente, je peux être junior dans mon organisation et face à quelqu'un de senior. Donc, effectivement, je peux reconnaître qu'on a une différence d'expérience qui fait que voilà, j'ai moins d'expérience, donc peut-être moins de choses à apporter de ce niveau-là, mais quand même, mon point de vue est important. Et pareil, homme ou femme, voilà, on est tous différents et on va considérer que chaque point de vue a une importance égale. Et donc, au moment de la prise de décision, en utilisant des outils particuliers, eh bien, on va faire en sorte que, grâce à ces outils, que tous les points de vue puissent être pris en considération dans la décision qu'on va prendre ensemble. C'est ça l'équivalence. C'est-à-dire on est différents, ok, on reconnaît nos différences et il n'y a aucun souci par rapport à ça, mais même en dépit de nos différences, mais je dirais même grâce à nos différences, eh bien, on considère que mon point de vue a le même poids et mon avis, mon opinion et mon vote, du coup, aura le même poids que n'importe qui dans l'organisation. Ça ne veut pas dire que je vais participer à toutes les décisions de mon organisation, je vais participer aux décisions qui m'impactent, comme je disais tout à l'heure. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Merci. Ouais, Élie. Bruno qui demande si l'idée est d'arriver sur un consensus. Bonne question. Alors, je ne suis pas une professionnelle du consensus, mais l'idée, c'est d'arriver à un consentement. C'est la technique qui est utilisée en sociocratie. De ce que moi, j'en comprends, le consensus, ce serait de dire qu'on est tous d'accord. Et donc, voilà, la décision à laquelle on arrive, quand on a une décision à prendre, voilà, quand il y a un nouveau projet ou un besoin qui émerge, hop, on doit faire quelque chose, on doit mettre quelque chose en œuvre, on a une décision à prendre. Le consensus, ce serait d'arriver à trouver une solution où on est tous vraiment OK avec cette idée, on aime tous cette idée, on a tous très envie de la mettre en œuvre, c'est vraiment l'idée que j'aurais eue.
Voilà, ça, ce serait le consensus. Et à mon sens, le consensus n'est pas possible justement parce qu'on est tous différents et c'est très bien comme ça. Et donc, en sociocratie, on va plutôt utiliser le consentement. Et le consentement, c'est je consens à fonctionner de cette façon. Ça veut dire je n'aurais pas forcément eu cette idée. C'est pas forcément l'idée que je préfère, mais je consens, je n'ai pas d'objection. Ça ne va pas m'empêcher de bien faire mon travail, ça ne heurte pas mes valeurs profondes et je ne pense pas que ça va poser un souci pour l'équipe ou l'organisation. Voilà, c'est le consentement. Ok, Elie, est-ce que tu auras une dernière question éventuellement? Une dernière question, c'est Isabelle qui demande quelle technique utiliser pour installer l'équivalence entre les personnes. Alors, quelle technique? Eh bien, c'est un mélange entre la clé numéro 1 que je viens de dire, travailler sur la gouvernance et créer des cercles de prise de décision stratégique, et utiliser des outils d'animation d'intelligence collective. C'est la deuxième clé que je vais vous livrer juste après. Ok, super, merci Nat. Alors, comme on aimerait bien que ce soit un peu participatif, ce webinaire, enfin tous nos webinaires, on vous propose maintenant, pour ceux qui souhaiteraient partager une expérience ou peut-être un désaccord avec ce que Nathalie vient de nous apporter, ou au contraire, vous souhaitez, comment dirais-je, souligner quelque chose que Nathalie a dit et que peut-être vous avez vécu ou avec lequel vous êtes d'accord, à ce moment-là, vous pouvez lever la main. Et Elie, toi, techniquement, est-ce que tu es capable de donner la parole à un des participants? Et ben Ouais. voilà. Donc, on va vous demander d'être synthétique, mais de prendre le temps quand même de pouvoir nous partager votre pensée, sachant qu'a priori, ce n'est pas une question. Donc, Nathalie, normalement, n'a pas à vous répondre. Vous n'êtes pas obligé de terminer votre prise de parole par une question. Assumez tranquillement de dire ce que vous pensez de ce premier point que Nathalie nous a apporté. Alors, moi, je ne vois pas, Elie, si les participants lèvent la main. Est-ce que tu vois, toi, ça, Si, quelque il part? y a deux personnes qui ont la main levée. Alors, il y en avait une qui était levée avant, Nicolas. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole. Eh ben, on va laisser parler Nicolas. Ah oui, d'accord, c'est élevé avant que je le dise, avant que je Oui, t'invite à lever la main. Ah oui, bon, alors je ne sais pas s'il avait fait exprès. moi, je vais Du lui coup, permettre Nicolas, de… ouais, peut-être donne la parole, Élie, à ce moment-là, à la deuxième personne qui a vraiment levé la main au bon moment. OK. Ah Donc, non, c'est Nicolas est là. Michael. Ah non, Nicolas. Je pense que Nicolas, il voulait parler. Nicolas? Ah, on n'entend pas Nicolas. Pourtant, il a coupé son micro. Enfin, il a mis son micro. Bon, Bon, je vais donner la parole à Michael. Michael, il faut juste que vous… Tout à fait. Bonjour Elie, bonjour Nathalie. Bonjour. bonjour, Michael. Rapidement, Nathalie, merci déjà pour vos propos. Il me semble effectivement que l'intelligence collective empreinte de la sociocratie peut être d'une réelle utilité, en tous les cas, dans les structures dites pyramidales. Je reprends vos termes. Je m'interrogeais plus effectivement sur la pertinence en fait de l'intelligence collective dans des structures qui sont déjà en réseau et finalement qui ont l'habitude, par essence, de pratiquer ce type de technique. Est-ce que finalement, ma réflexion était la suivante, je me dis peut-être que l'intelligence collective, finalement, elle est plus que nécessaire pour les structures pyramidales, peut-être moins finalement pour les structures en réseau qui sont déjà un peu plus, alors je ne vais pas reprendre le mot égalitaire parce que ce n'est pas le bon mot, mais plus équivalentes. OK, merci, Michael. Donc, Nathalie, je t'interdis de rebondir pour l'instant, sauf si vraiment c'est insupportable pour toi, tu me fais signe. Nicolas, est-ce qu'il a toujours la main levée du coup? Est-ce qu'il voulait nous partager quelque chose? Nicolas, es-tu là? Pour l'instant, ton micro est coupé. Nathalie, si tu peux lui mettre son micro. Non, c'est bon, c'est lui qui a la main dessus. S'il veut parler, il peut, mais c'était peut-être une erreur. OK. Du coup, Nicolas, si tu… Ah ben voilà, ça y est, tu as enlevé ta main, je crois. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaiterait partager quelque chose à cet endroit-là du webinaire? Auquel cas, levez la main et puis Elie vous donne la parole. Ouais. Ah là, il y a plein de mains. Je vais donner dans l'ordre la parole à Arnaud. Il faut juste activer votre micro et ça devrait être bon. Voilà. Oui, bonjour. Très heureux de vous entendre et de participer à ce webinaire. La question que je me posais, c'est, et que je ne vous pose pas, c'est plutôt une réflexion pour suivre les règles, c'est en fait, est-ce que on cherche plutôt à développer ou à déployer l'intelligence collective, ou alors est-ce qu'on ne cherche pas plutôt, pensant que l'intelligence collective est déjà présente, à éviter tout ce qui l'empêche finalement de se déployer naturellement
entre les différentes personnes. C'était ça, et je pense qu'on va avoir des éléments après, sûrement au niveau méthodologique, mais je me demande en fait, enfin, c'est une réflexion que je continue de poursuivre, mais dans quel sens prendre le problème, c'est toujours la difficulté. Voilà, merci. Merci beaucoup, Arnaud. Super. Bon, ça continue de nous faire réfléchir à cette question d'intelligence collective. Donc, je reviens vers toi maintenant, Nathalie. Et désolé, je vais frustrer les 2 personnes qui avaient encore la main levée. Notez éventuellement vos réflexions et puis peut-être tout à l'heure, après la deuxième partie de Nathalie, on aura le temps et vous pourrez relever la main. Par contre, je vous inviterai là du coup à bien vouloir la baisser. Pour cela, il faut recliquer sur la petite icône lever la main et normalement, ça baisse la main. Nathalie, deuxième partie, 8 minutes. C'est à toi. Ok, merci. Alors, donc le deuxième clé que je voulais vous partager. Donc là, on a vu la notion d'équivalence avec la sociocratie notamment, voilà, le déploiement de l'intelligence collective ou le fait de permettre vraiment, voilà, et de ne pas d'enlever tous les empêchements à l'intelligence collective. Donc la deuxième clé, qui va vraiment très bien avec la sociocratie d'ailleurs, ça va être d'utiliser des outils d'animation en intelligence collective. Alors là, je pense notamment particulièrement aux réunions. Voilà, toutes les réunions, et bien c'est d'utiliser des outils qui permettent d'activer, alors un petit peu pour réagir par rapport à cette histoire d'intelligence collective, pour moi, il y a des intelligences partout, en fait. Si je pose les yeux autour de moi, sur mes collègues, sur tous les êtres humains, en fait, il n'y a que des intelligences. Et l'intelligence collective, oui, c'est sûr qu'elle existe. On fonctionne en société, dans une organisation, même la plus pyramidale, elle fonctionne en intelligence collective. Voilà, pour reprendre les termes de mon collègue, que mon collègue Yanis utilise souvent, l'idée, ça va être de déployer l'intelligence collective holomidale qui prend en compte davantage de complexité. Et pour ça, en fait, il y a des outils très concrets, des techniques très concrètes à utiliser quand on se réunit et quand on a des décisions à prendre pour faire en sorte que justement cette intelligence collective holomidale puisse vraiment se déployer. Pour moi, pour chaque réunion, il faut un animateur. Voilà. Et idéalement, si on suit les préceptes de la sociocratie, que l'animateur ne soit pas le manager, le chef. Voilà, on utilise le terme premier lien en holacratie aussi. J'ai vu une question passer sur l'holacratie. L'holacratie, c'est une autre forme de gouvernance qui a les mêmes principes de base que la sociocratie, mais qui, à mon sens, a beaucoup plus développé et cadré justement l'animation des réunions, l'organisation, la répartition des rôles. Voilà, ça utilise la même matrice qui sont les 4 règles de la sociocratie, mais qui a travaillé voilà, de manière plus concise et détaillée toute l'organisation. Alors, comment faire pour utiliser les outils d'intelligence? Eh bien, il faut se former, parce que voilà, on peut en inventer tout seul. Hein. Il y a sûrement une certaine logique, mais à mon sens, ça va être beaucoup plus efficace et rapide et efficient, voilà, de se former. Donc, l'idéal, c'est que tout le monde soit formé aux techniques d'animation, parce que voilà, l'animateur d'une réunion peut changer, en fait, quand en sociocratie, on fait des élections sans candidat pour élire notamment l'animateur et le secrétaire. Donc l'animateur, il a un mandat, donc s'il est élu animateur sur 6 mois, et bien 6 mois après, ça peut être un autre animateur. Et donc du coup, la formation, après, elle va être empirique, elle va se faire, voilà, l'idée c'est de former d'abord un animateur qui ensuite va soit former toute l'équipe aux techniques d'animation, c'est l'idéal, ou de former un animateur, et les gens vont se former en pratiquant en fait justement ces différentes techniques qui permettent de bien répartir la parole et de créer de la coopération. Pour dire en quelques mots, pour moi, les outils d'animation en intelligence collective vont permettre à la coopération de se déployer. Et la coopération, c'est de ne plus voir l'autre comme un ennemi quand j'ai une idée et que l'autre a une autre idée. Et de me dire, de vouloir dire, bah non, mon idée est meilleure, il faut qu'elle passe, ou je tiens absolument à mon idée. C'est de se dire, OK, j'ai une idée, l'autre personne en face a une idée différente. Au début, elle peut me paraître dangereuse, son idée. Voilà, je ne suis pas en accord, voire elle me fait peur. Mais en fait, en coopération, avec des bonnes techniques, une réunion animée, voilà, selon les outils de l'intelligence collective, eh bien, en fait, on va arriver à une solution qui sera justement plus intelligente, plus complète, plus inclusive que si c'est soit mon idée, soit l'idée de l'autre qui passe. Et on va arriver à une solution qui va inclure
non pas forcément mon idée ou l'idée de l'autre, mais mon besoin, mon point de vue et le point de vue également de l'autre. Voilà, on va arriver à quelque chose de plus complet qui inclut tous les points de vue. Alors, qu'est-ce que ça demande? Eh bien, ça demande de changer, ses habitudes, en fait, justement, les habitudes en réunion. Si, par exemple, le manager a l'habitude, ou le responsable, le chef de projet a l'habitude d'animer, et ben, du coup, c'est de dire, ben non, là, du coup, ça va être un animateur qui va être élu sans candidat et qui va animer les réunions. Ça peut être un changement majeur, en fait, dans les habitudes d'une personne. Souvent, ce que j'entends dans les habitudes difficiles à changer, c'est les extravertis. Les extravertis, c'est des personnes qui ont besoin de parler pour structurer leur pensée. Donc pour eux, c'est vraiment très important d'avoir la parole et d'être entendu et de pouvoir s'exprimer. Et dans les réunions animées en intelligence collective, eh bien, c'est l'animateur vraiment qui répartit la parole. Et donc ça suppose de sortir de l'habitude de parler spontanément quand j'ai quelque chose à dire, mais d'attendre que ce soit l'animateur qui me donne la parole. Voilà, afin de préserver l'équilibre expression des introvertis et des extravertis. Donc ça va tout ça, en fait, toutes ces nouvelles habitudes vont engendrer quoi? Une transformation de mon comportement, de ma vision, de la façon dont je vois les relations de groupe, la coopération, etc. Et petit à petit, ça va impacter positivement le collectif. Et donc, les conséquences, les conséquences positives, elles sont multiples. On va gagner beaucoup de temps. De mon expérience, moi, j'estime à peu près 30% de temps gagné en réunion quand les réunions sont animées en intelligence collective. Une amélioration de la qualité des produits et des services qui sont, fournis par l'organisation. Pourquoi? Parce que comme on active l'intelligence collective, eh bien, globalement, on va arriver à prendre des meilleures décisions. Et donc, on va améliorer notre qualité. On va réduire les risques stratégiques parce que justement, en prenant des décisions beaucoup plus inclusives et en prenant le temps d'écouter tous les points de vue, eh bien, on se prémunit de risques qu'on aurait eu on aurait dû mettre beaucoup d'efforts à gérer à l'avenir si on n'avait pas pris le temps de prendre une décision vraiment par consentement tous ensemble. Et enfin, et c'est pas rien, se réunir devient un plaisir, alors que j'entends souvent que les réunions, la réunionnite, voilà, c'est quelque chose d'assez douloureux quand c'est pas animé, en tout cas de la manière dont telle que je le connais. Donc voilà pour les conséquences. C'est la deuxième clé des outils d'intelligence collective. Donc Elie, tu peux lancer le deuxième sondage. Voilà, respect du timing parfait, Nathalie. Bravo. Allez, deuxième sondage, on vous invite à répondre à ce petit sondage qui devrait apparaître sur vos écrans. Alors, comment se passent actuellement vos réunions? Parfaitement bien. Vous les vivez pas toujours bien, mais globalement ça va. Il y aurait beaucoup de choses à améliorer. Ou vous y allez à reculons. Et pour les personnes qui voudraient répondre autre, là on a 4 personnes pour l'instant qui ont répondu autre. N'hésitez pas à nous partager un petit peu comment vous vivez les choses dans le chat. Et puis pour ceux qui avaient noté des questions, vous pouvez aussi les poser dans le chat. Alors on est à plus de 82% de votants. Elie, si tu veux bien, dans quelques secondes, couper le sondage, puis je vais demander à Nathalie de bien vouloir le commenter. C'est bon, j'ai arrêté le sondage. Okay. Vous avez les résultats. Alors, au niveau des résultats, eh bien, presque la moitié, il y aurait beaucoup de choses à améliorer. Donc, voilà, ça veut dire que voilà, tous les facilitateurs d'intelligence collective, on a du travail. 36%, je ne le vis pas toujours bien, mais globalement, ça va. Donc, il y a quand même plus d'un tiers des gens qui, il y a des choses à améliorer, mais globalement, ils le vivent bien. 15% parfaitement bien. Donc, du coup, oui, voilà, le parfaitement bien, ça me rend curieuse. Est-ce que justement, c'est des personnes qui utilisent déjà des outils d'animation ou est-ce qu'il y a des techniques que je ne connaîtrais pas? Et dans ce cas-là, ça me rend très curieuse. J'y vais à reculons 1%, donc très peu.
Donc là, ouais, effectivement, il y aurait beaucoup de choses à améliorer hein, si on y va à reculons. Et autres, oui, autres, on ne peut pas savoir. Du coup, on vous invite à prendre la parole tout à l'heure quand ce sera le moment. Donc, merci à vous pour vos retours. Donc, ce que je retiens, moi, c'est presque la moitié. Voilà, il y a quand même des choses à améliorer dans les réunions. Super, merci. Alors, il y a une personne qui témoigne, hein, qui a écrit, qui a voté autre et qui dit qu'il est demandeur d'emploi. Donc, c'est pour ça qu'il ne vit pas de réunion en fait en ce moment. D'accord. Il a voté autre. Par contre, pour les 3 autres, je ne sais pas trop. Alors, Élie, est-ce que tu es en mesure de sélectionner une première question à poser à Nathalie? Alors, il y a Fabienne qui demande comment donner l'envie de fonctionner de cette manière en réunion. Eh bien, c'est une bonne question. Moi, par le passé, parce que je suis quelqu'un de passionné et quand je suis convaincue par quelque chose, j'ai vraiment envie de prêcher pour ma paroisse. Ça m'est déjà arrivé d'essayer d'entrer un peu en force, quoi. Et ça, en tout cas, moi, ça n'a pas du tout marché. Donc, l'idéal, c'est d'avoir le consentement du groupe, c'est de demander un mandat, en fait. Enfin, je dis l'idéal, c'est une idée qui me vient comme ça. C'est un conseil que j'ai déjà plusieurs fois donné. C'est que la personne qui amène ça dans un groupe, qu'elle connaisse bien, parce qu'en fait, ça peut être contre-productif de connaître un petit peu des techniques d'animation, de proposer que le groupe accepte, et que après derrière, ça se passe pas très bien, et que du coup, les gens disent oui, si c'est ça la sociocratie, ou si c'est ça l'intelligence collective, non merci. Donc voilà, déjà d'être sûr de soi, de se sentir expérimenté et d'avoir les connaissances nécessaires pour animer. Et après, c'est de faire une proposition et de demander un mandat. Voilà, est-ce que vous me permettez d'expérimenter, d'animer la réunion et de me donner le pouvoir de l'animateur pendant une réunion, 2 réunions, 3 réunions, enfin voilà, et puis justement d'utiliser les techniques d'animation d'intelligence collective pour co-construire ensemble le mandat, c'est-à-dire est-ce qu'il est court, est-ce qu'il laisse le temps à la personne et aux personnes d'expérimenter le processus. Et ça marche beaucoup mieux, en tout cas, quand on demande clairement le mandat et qu'on a un mandat, parce que du coup, après, les personnes ont participé, elles ont donné leur accord, et ça veut dire qu'elles sont ouvertes et qu'elles ont envie d'expérimenter. Et après, franchement, voilà, les personnes, du coup, elles trouvent ça tellement génial qu'elles ont envie de continuer. En général, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai expérimenté, quand on demande le mandat. Merci Nathalie. Est-ce qu'il y a une autre question, Élie? Un petit peu dans la continuité de ce que tu disais, il y a Nathalie qui demande concrètement, sur le terrain, qu'en est-il? Alors là, j'avoue, je n'arrive pas à comprendre la question. Je veux bien répondre si tu veux. Ouais, vas-y. Concrètement, on peut citer un exemple qui a eu dernièrement dans une réunion où on a proposé de fonctionner comme ça, et en fait, les participants, ils étaient soulagés. Ils ont trouvé ça beaucoup plus fluide, ils ont gagné du temps en efficacité, et voilà, c'était vraiment… il y a un côté, quand on l'essaye, après, on l'adopte tout de suite, quoi. Le gain est immédiat et évident pour tout le monde, généralement. Ok, merci. Du coup, ça me permet de peut-être un peu mieux comprendre. Ouais, après Yannis, je te donne la parole. Je pense à un groupe en fait que j'ai accompagné la dernière année. Et quand je suis arrivée, moi, je suis rentrée un peu en disant, moi, la condition, c'est que justement les réunions soient animées en intelligence collective, parce que sinon, c'est vraiment trop douloureux pour moi. Et en fait, au début, j'ai senti des freins et ça a duré un petit bout de temps, les freins. Justement, en général, les personnes qui sont extraverties ou qui étaient habituées à avoir un certain charisme dans la réunion, une certaine posture, voilà, qui est habituée à prendre la parole plus que les autres ou un peu à se couper la parole, voilà. Et du coup, au début, il y avait des freins. Le fait d'être animé, l'impression un peu que l'animateur, c'était la police qui empêchait de parler ou qui… Et en fait, au final, maintenant, j'ai essentiellement que des remerciements, en fait, parce que justement, on a gagné 30% de temps de réunion et beaucoup en efficacité. Il y a eu beaucoup plus de décisions prises, alors qu'avant, ça stagnait. Enfin, voilà, les retours sont positifs. Donc, je ne sais pas si ça répondait à la question concrètement sur le terrain. Yannis? Oui, en fait, je voulais dire la même chose que toi, donc je ne répéterai pas. Merci. Est-ce qu'il y aura une dernière question, Élie? Actuellement, dans un contexte hiérarchique, ce que je constate, c'est un développement d'outils de sondage type klaxon. Est-ce vraiment cela l'intelligence collective? C'est une question de Valérie.
Bonne question. Alors déjà, moi, voilà, je vais essayer d'être humble. Moi, je ne prétends pas détenir la définition de l'intelligence collective, hein. Pour moi, Klaxoon, ça va être un outil qui peut être au service de l'intelligence collective, effectivement. Il y a plein d'outils numériques aujourd'hui qui facilitent la remontée d'informations, l'échange d'informations. Et je dirais que peut-être la coopération et l'intelligence collective, c'est un esprit où justement, comme je disais tout à l'heure, on ne voit plus l'autre comme un ennemi, mais comme quelqu'un qui est différent de moi, qui parfois va penser comme moi exactement, mais parfois pas du tout. Et que ce point de vue différent du mien est une richesse et que on va essayer de mélanger, enfin en tout cas d'intégrer, de faire en sorte que nos points de vue se complètent pour arriver à la meilleure solution. Et donc toute forme d'outils, qu'ils soient numériques, qu'ils soient vraiment des outils d'animation en présentiel, qui sont au service de cet esprit-là, eh bien oui, ça fait partie de l'intelligence collective. Super, merci beaucoup. Élie, je propose qu'on propose à nos participants de bien vouloir lever la main s'ils ont quelque chose qu'ils aimeraient nous partager, voilà, par rapport à l'endroit où on en est là dans ce webinaire. Ça peut être une expérience, quelque chose en lien avec ce qu'a dit Nathalie. Et je vois qu'il y a déjà 2 mains qui se lèvent, donc 3. On va laisser la parole aux premières personnes. Frédéric, vous avez la parole. Il suffit d'activer votre micro. Oui, moi je voulais partager en fait 3 freins que j'identifie en fait dans cette intelligence collective. Le premier qui me semble important. On ne vous entend pas très bien, Frédéric. Vous pourriez vous rapprocher du micro ? Rapprocher, ouais. Ouais. Le premier frein qui me semble important, c'est peut-être un aspect posture et peut-être quitter l'idée que quand on est dans une réunion, alors notamment en intelligence collective, on ne prend pas la parole, mais on essaye de l'offrir au groupe. Et ça, malheureusement, je trouve que c'est un frein important pour pouvoir effectivement faire avancer le collectif. Et puis, ce que j'ai pu constater également, c'est les freins qui peuvent être liés d'une part à la place de l'émotionnel dans ce genre de réunion. Quand on libère un peu la parole, ça amène parfois les gens à s'exprimer sur le registre de l'émotion et c'est un peu compliqué pour des gens qui travaillent depuis longtemps dans des organisations pyramidales. Et également l'aspect responsabilité, parce que bien souvent, c'est quand même pratique d'être dans une réunion, fond de fauteuil et d'écouter le narrateur. Prendre la parole, ça demande à assumer aussi sa responsabilité, ce n'est pas forcément simple. Voilà, j'ai dit. Merci beaucoup, Frédéric. Merci. On sent qu'on a affaire à un connaisseur. Merci, Frédéric. Je vais donner la parole maintenant à Nathalie. Oui, vous m'entendez? Ouais. Ah, d'accord, super. Moi, ce serait plutôt en termes d'expérience. Et pour répondre à la question tout à l'heure, comment faire avec des personnes qui sont réticentes au changement ou qui mettent des freins. Et puis d'abord, parce que c'est difficile d'embarquer tout le monde dans cette démarche quand on démarre, c'est de démarrer par une équipe, un service ou des volontaires avec qui on va pouvoir avoir rapidement des résultats et qui vont être après les porte-paroles de cette méthode de travail. Ça, c'est la première chose. Et puis, en général, moi, j'insiste beaucoup sur la mixité des équipes, que ce soit entre hiérarchie, collaborateurs et personnes, enfin, les collaborateurs opérationnels, ou mixité entre services, parce que souvent, la problématique de l'un va permettre d'apporter la réponse à un autre service. Donc, j'aime bien travailler aussi de façon linéaire, et puis ça apporte aussi plus de richesse. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, il y a 2 autres personnes qui ont la main levée. Élie, je propose qu'on leur donne la parole à tous les 2. Par contre, désolé, je vais frustrer toute personne qui lèverait la main après. On ne va pas avoir le temps. On va passer à la 3e partie de la présentation de Nathalie. Il n'y a plus qu'une seule personne, c'est Pascal, et c'est bon. Il suffit d'activer votre micro. Oui, bonjour à tous. Moi, c'est juste un témoignage sur l'introduction de la sociocratie, l'intelligence collective dans un milieu qui est plutôt de type associatif.
Effectivement, donc j'ai eu l'opportunité de le faire pendant 2-3 réunions avec une présentation vraiment des points importants et du fonctionnement de la sociocratie en préliminaire avant d'animer la réunion. Les gens vraiment ont beaucoup apprécié parce que ça a permis un temps d'expression et justement une équivalence de prise de parole et d'intelligence collective. Et ça a été, ils ont vraiment vu la richesse au point même que les responsables ont même apprécié ne pas avoir l'animation de la réunion à faire et qu'ils étaient du coup plus dans une posture d'écoute et d'enrichissement des intelligences multiples. Mais en même temps, il n'y a pas eu la question après, est-ce que vous souhaitez qu'on continue comme cela? Et du coup, ça s'est étiolé, ça s'est arrêté comme ça. Et voilà, donc l'écueil, effectivement, c'est à un moment donné, c'est d'arriver, de rester dans l'implicite. Et le mieux, c'est d'arriver à l'explicite, dire, bon, est-ce que vous voulez continuer à essayer de fonctionner comme ça et de perdurer? Et pendant combien de temps voulez-vous qu'il y ait ce temps d'essai? Voilà, donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, sur les outils comme Klaxon, je pense que c'est vraiment ce que disait Nathalie Labarre, c'est vraiment une question de posture. Il faut avoir vraiment l'intention de l'équivalence. Et à partir de ce moment-là, eh ben, ce n'est pas l'outil qui va donner à l'équivalence, c'est vraiment la personne et chacune des personnes qui, au fur et à mesure, justement, vont rentrer dans cette dynamique et vont goûter les bienfaits, vont rendre les outils au service de l'intelligence collective. Donc, c'est vraiment la posture plus que l'outil. Et n'importe quel outil, du coup, peut devenir un outil presque, n'importe quel outil, presque peut-être pas, mais beaucoup d'outils peuvent devenir au service de l'intelligence collective à partir du moment où il y a la posture et l'intention vraiment sincère et honnête. Voilà, j'ai dit. Merci Pascal. Bon, bah, c'est super. Eddy, tu confirmes que la dernière… Voilà, il n'y a plus personne qui a la main levée. Alors Nathalie, je te repasse la parole et on est parfait au niveau timing. Donc voilà, on est tranquille. 8 minutes pour ta troisième clé. C'est à toi. Ok, merci. Alors la troisième clé, elle est sur l'aspect relationnel. C'est autour de la question des tensions et des conflits, parce que qui dit plusieurs êtres humains dit forcément, voilà, on va frotter nos personnalités, nos égos, nos points de vue, nos valeurs, etc. Et voilà, les frottements, ils peuvent être plus ou moins désagréables. Et donc, bah, pour moi, il y a vraiment plein de méthodes. Voilà, je ne prétends pas toutes les connaître, mais j'en connais quelques-unes et qui me semblent vraiment efficaces pour justement faire en sorte de gérer toutes nos relations, surtout quand elles ne se passent pas très bien. Alors, comment faire pour prévenir et gérer les conflits? Alors déjà, un petit mot par rapport à cette question de conflit. Hier, je ne sais plus avec qui j'échangeais, je disais, pour moi, il y a des conflits inutiles et il y a des conflits utiles. Alors bon, c'est peut-être très schématique, mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il y a plein de tensions et de conflits qui pourraient être évités, donc on pourrait gagner du temps et de l'énergie si on a des méthodes de communication qui font qu'on se comprend mieux et aussi justement développer petit à petit, grâce à l'équivalence, aux outils d'animation, cet esprit de la coopération qui fait que je ne vois plus l'autre comme un ennemi, même s'il est très différent de moi. Alors, comment faire concrètement? Eh bien, se doter d'un langage commun au service de la coopération. Ça, pour moi, c'est vraiment important parce que justement, des langages, eh bien, même si on va considérer qu'on parle tous français, par exemple, dans une organisation, eh bien, en vérité, on a chacun notre langage. Et il y a des fois où on se comprend à peu près et il y a des fois où, en fait, on ne se comprend pas du tout. Ou alors, on croit avoir compris l'autre, mais en fait, on a compris autre chose. Et donc, du coup, pour moi, l'idéal, c'est vraiment de créer une culture commune autour de la coopération, et ça passe notamment par les méthodes de communication, les techniques de communication, les diverses et variées auxquelles on pourrait se former ensemble et développer ensemble. Donc ça, c'est pour justement la partie éviter des conflits inutiles et aussi eh bien, se former, enfin en tout cas se doter d'outils pour gérer les conflits, parce qu'il y a des fois où même malgré mon envie de coopérer, malgré, pour moi c'est une évidence, j'ai envie de coopérer, malgré le fait que je sais très bien intellectuellement que l'autre en face n'est pas un ennemi, eh bien, il y a des fois où ça va venir quand même me toucher et que je perds mes moyens à ce moment-là. Et du coup, l'idéal, c'est de revenir à des… Donc, on en revient quand même à la deuxième clé, d'outils d'animation, d'utiliser des outils, des techniques à ce moment-là pour gérer le conflit et trouver une solution pour en sortir.
Alors, qu'est-ce que ça demande? Alors, pour moi, ça c'est mon point de vue en tant que voilà, spécialiste de l'énéagramme, mais pour moi, ça demande de bien connaître les différents profils de personnalité. Justement, pour vraiment intégrer petit à petit, de plus en plus profondément, l'idée que l'autre, il est différent, il ne fonctionne pas comme moi, et que ma façon de faire n'est pas mieux, ma façon de faire ou de penser n'est pas meilleure que la sienne, mais pas moins bien non plus. Elle est juste différente. Et en fait, moi, en tout cas, l'acquisition de différents outils de connaissance de la personnalité m'ont beaucoup aidé à ça, en fait. Et petit à petit, j'ai gagné du temps et j'ai gagné de l'énergie, voilà, en comprenant rapidement mon interlocuteur, malgré le fait qu'il soit vraiment différent de moi, et ben, ça m'aide beaucoup dans la communication et dans la coopération avec lui. Donc, j'ai cité l'énéagramme, mais il y en a plein d'autres, le MBTI, les méthodes de 4 couleurs. La spirale dynamique, c'est un petit peu différent. Là, on est sur les systèmes de valeurs, mais ça aide beaucoup à se comprendre dans nos différences. Voilà. Donc, pour tous ceux qui connaissent les outils de connaissance de soi, n'hésitez pas à les citer dans le chat. Et pour moi, il faut aussi des techniques de communication pour négocier au quotidien. Parce que la négociation, ce n'est pas seulement avec les clients ou au moment où j'ai envie de revoir mon salaire, c'est vraiment au quotidien. En fait, pour moi, on est quasiment en permanence en train de négocier. Et du coup, il y a moyen de négocier, mais pas en étant dans des jeux de pouvoir. Il y a vraiment moyen de négocier de manière éthique, de manière bienveillante, de manière coopérative, et faire en sorte en fait que mes besoins et les besoins de mon interlocuteur soient pris en considération. Et la même chose avec mes limites, en fait, que mes limites soient prises en considération, et celles de mon interlocuteur ou de mon équipe, de chaque membre de mon équipe. Et enfin, des outils pour gérer les conflits quand justement on n'en est plus au stade de la négociation, mais au stade de là, c'est vraiment compliqué pour moi. Je ne supporte plus le comportement de l'autre, ou il y a voilà ce qu'on vient de nous annoncer, c'est pas possible. Et enfin voilà, quand il y a émotionnellement c'est vraiment tendu, et bien pareil de connaître à l'avance, avant que ça arrive, des outils pour gérer ces moments-là, ces moments très sensibles. Et enfin, du coup, les conséquences, si on apprend à bien se connaître soi, bien comprendre l'autre dans sa différence, à développer l'esprit de la coopération et à avoir un langage commun, une culture commune, des techniques, les mêmes techniques en fait pour négocier et pour gérer les conflits, eh bien, chacun va se sentir mieux en fait. Voilà, si c'est plus fluide dans les relations, ça joue bien sûr sur mon bien-être personnel. Et il y a plein d'études qui ont été faites, mais sans avoir à chercher des études, moi je vois bien que quand je me sens bien, je suis plus performante. Donc du coup, ça joue sur la performance, bien sûr. Il y a une meilleure connexion entre les individus. Et donc, qui dit meilleure connexion, plus d'efficacité, de fluidité au quotidien. Et donc, moins de tracas. Il y a plein de petites choses à gérer qui prennent beaucoup de temps et d'énergie. Et donc, tout le monde a beaucoup plus d'énergie. Et ça permet d'être plus performant, plus productif, d'aller de plus en plus et de mieux en mieux vers l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés. Et voilà pour moi. Donc, Kelly, tu peux lancer le 3e sondage, s'il te plaît. Merci. Super. Au niveau timing, on est toujours au top. Alors, c'est parti. Le sondage est lancé. On vous invite à répondre à la question « Comment se passent les relations humaines au boulot pour vous ?» Donc, soit c'est au top, vous adorez vos collègues et tout est fluide, soit ça dépend des moments, soit c'est difficile, ou alors vous n'êtes pas concerné par cette question. Et là, cette fois-ci, si vous répondez « autre », ce serait vraiment sympa que vous puissiez nous dire dans le chat pourquoi vous avez répondu « autre ». Voilà, on attend encore quelques instants, qu'on soit au moins à 80% des votants. Donc, pour l'instant, je crois que vous ne voyez pas les résultats, vous. Nous, on voit l'évolution. Nathalie, tu la vois ou pas? Non, moi, je ne la vois pas, l'évolution. Je découvre le résultat des sondages une fois qu'Élie les a partagés. Élie a arrêté le sondage. Nathalie, si tu veux bien nous le commenter, enfin nous commenter les résultats. Eh bien, je vois que, et d'ailleurs, ça me ravit que, voilà, dans l'ensemble, ça va pour 64% des personnes, donc bien plus que la moitié, enfin voilà, de manière significative. Et puis, alors après, pareil, de manière égalitaire, 9% au top. Bon, là, c'est vraiment nickel tout le temps. Et 9%, par contre, difficile. Voilà, en ce moment, il y a des tensions et des conflits qui sont bien présents.
Donc, de deux minorités, voilà, soit c'est vraiment top, soit c'est difficile. Et 12% pas concernés par cette question et 6% autres. Donc, pareil, les 6%, on vous invite à prendre la parole tout à l'heure. Donc, globalement, je vois que voilà, les relations, quand même, ça va bien pour plus de la moitié des personnes. Donc, tant mieux. Ok, donc on a Pascal qui nous dit qu'il est artiste et donc il n'a pas la sensation d'aller au boulot. Voilà, mais bon, Pascal, tu dois faire des réunions quand même de temps en temps quand tu travailles en collectif. Et puis sinon, bah, on a plusieurs demandeurs d'emploi, effectivement, qui ne se sentent pas concernés. Ah oui, et Pascal Roussel, qu'on a entendu tout à l'heure, qui nous dit il a voté autre parce que ça manque beaucoup d'efficacité et d'intelligence collective, sans doute dans les réunions auxquelles il participe. OK. Bon, eh bien, c'est le temps des questions. Alors, il y en a peut-être quelques-unes déjà, je crois avoir vu passer des questions. Elie, est-ce que tu en as sélectionné déjà? Il y en avait une, comment se fait la prise de décision en cas de vrai désaccord entre les participants? Et je n'ai pas relevé le nom de la personne qui a posé cette question. Alors, Nathalie. Ouais, comment se fait la prise de décision? Ben, en cas de vrai désaccord, pour moi, l'élément essentiel, ça va être de prendre son temps. Ce que je vois dans des systèmes plus classiques, en tout cas ceux que moi j'ai connus auparavant, eh bien, imaginons par exemple, parce que des fois c'est complexe, il y a plusieurs points de vue qui sont en désaccord, mais on va imaginer, pour faire plus simple, qu'il y en a deux points de vue vraiment différents. Eh bien, l'idée, ça va être lequel va l'emporter. Et à un moment donné, parce que justement, on n'est pas trop à l'aise avec la tension, le désaccord, eh bien, on va essayer de trouver des techniques pour rapidement trancher pour l'un, et puis on va continuer. Voilà, une fois que ce sera voté, ben, on va continuer à être encore un peu mal à l'aise parce qu'on sent bien qu'il y avait une autre idée qui était là et potentiellement peut-être intéressante, certains partageaient, mais bon, ben, elle n'est pas retenue. Voilà. Donc, en cas de profond désaccord, pour moi, il faut prendre le temps et avec, un petit peu, pour résumer ce que j'ai dit, avec le principe de l'équivalence, c'est-à-dire de considérer que tous les points de vue sont équivalents en importance et qu'on va tous les considérer. Et avec les outils d'animation d'intelligence collective, eh bien, il existe forcément, moi j'ai un proverbe qui dit, il existe forcément 80 000 solutions à un problème. Et donc du coup, il existe forcément une solution qui va intégrer les points de vue malgré un désaccord qui, au début, semblait vraiment inconciliable en fait. Il existe forcément une solution qui concilie. Mais pour ça, ça demande de vraiment prendre le temps de laisser la divergence émerger et de laisser chaque personne s'exprimer, même de manière très tranchée sur comment elle voit les choses. Et avec les outils d'animation, peu à peu, en fait, d'emmener les gens vers une convergence. Mais pour moi, la convergence, elle est vraiment réelle, satisfaisante et complète que si on a laissé au temps de la divergence de vraiment s'installer, en fait. Voilà. Super, merci. Merci à Nicolas pour sa question. Elie? Ouais, il y avait une question de Maryse. Comment faire participer les timides et les pessimistes? Eh bien, bonne question. Alors, les timides, bon, ce n'est pas un terme que moi j'utilise, mais si je fais un raccourci, on va dire que comment faire participer les introvertis plus qu'habituellement. Eh bien, la réponse, elle est dans la clé numéro 2 de ce webinaire, c'est utiliser des outils d'animation en intelligence collective. Et c'est le rôle de l'animateur, en fait, de s'assurer de se rapprocher d'une forme d'équité dans la prise de parole. Même si l'équité, elle ne peut jamais être totale, on ne va pas mesurer le nombre de secondes où chaque personne s'exprime, mais en tout cas de se rapprocher, ouais, de faire en sorte que la parole soit répartie de manière équitable, équilibrée, en fait, entre tous les participants. Et alors, même si en fait, on répartit la parole de manière équilibrée, ça peut être difficile pour une personne qui n'a pas l'habitude de prendre la parole, qui est plutôt dans une posture de retrait habituellement. Et pour ça, en fait, il va falloir lui laisser le temps, et un élément essentiel de s'installer, c'est la sécurité, la confiance, en fait. Et plus l'intelligence collective est déployée, utilisée, plus l'esprit de la coopération s'installe et plus les gens se sentent en sécurité dans le groupe et justement ont envie de s'exprimer. Et si c'est bien animé, du coup, voilà, de fait, c'est bien équilibré. Et les pessimistes, eh bien, les pessimistes, ils ont souvent un point de vue intéressant qu'il convient d'écouter. En fait, ils nous préviennent des risques potentiels. Et donc, du coup, c'est en toute bienveillance, c'est hyper intéressant de leur laisser la parole et d'écouter et de noter, en fait, toute personne, quel que soit son point de vue, si elle se sent entendue et comme si son point de vue était précieux, du coup, il y a quelque chose qui se détend, en fait. Ça y est, j'ai pu dire ce que j'ai à dire, je suis entendue, c'est considéré, et donc, du coup,
L'idée, c'est vraiment de donner la parole à tous, quel que soit leur point de vue, même si moi, je suis très optimiste et je tiens à mon point de vue optimiste. Eh bien, si l'animateur fait bien son travail, si l'esprit de la coopération est bien installé, je vais pouvoir entendre même un point de vue très pessimiste, alors que moi, je suis plutôt de tempérament optimiste. Voilà. Super, merci. Élie, est-ce qu'il y aura une dernière question avant de passer aux réactions? Valérie qui demandait, est-ce que le périmètre d'utilisation de l'intelligence collective est essentiellement la prise de décision? Bonne question. Non, pour moi, ça touche aussi cet aspect relationnel en dehors des prises de décision. Justement, dans cette histoire de négociation, comme je disais tout à l'heure, au quotidien, c'est vraiment très important d'avoir des outils très clairs et qu'ils soient cadrés, enfin que les réunions soient cadrées et qu'on utilise les outils dans les moments de prise de décision. Mais quand je pense à la relation que j'ai avec Yanis et Élie, par exemple, depuis plusieurs années, eh bien, même en dehors de nos réunions, ou en tout cas quand on n'aborde pas un point de vue stratégique, on va utiliser des techniques qui sont issues de la décision par consentement, par exemple. Voilà, pour la moindre petite chose à demander, on fait en sorte de se faire bien comprendre par l'autre en lui demandant est-ce que tu as des questions par rapport à si je fais une proposition, et on l'invite à faire des réactions et on les prend en considération, et ensuite on intègre justement les besoins et les limites de chacun. Donc pour moi, l'intelligence collective, c'est vraiment au quotidien pour des petites choses aux grandes choses. Voilà, ça peut être utilisé. Et dans la gestion des conflits aussi. Yanis, je voyais que tu voulais réagir également. Ouais, tu me permets de donner Tout à fait. à moi, ouais. Yes. En fait, alors pour répondre à ça, je me disais, il y a un moment important aussi dans les réunions, c'est quand on élabore ensemble des propositions. Parce que tu poses la question, est-ce que c'est uniquement au moment de la prise de décision, mais avant de prendre une décision, il faut qu'il y ait une proposition qui arrive. Et donc, soit la proposition, elle vient d'une personne seule, qui a imaginé déjà une stratégie pour résoudre une difficulté, un problème, quelque chose comme ça, soit on va collectivement utiliser des outils pour essayer de trouver une proposition qui soit vraiment efficace. Donc, on utilise un outil, nous, on en utilise plusieurs. Il y a surtout deux outils qu'on utilise assez régulièrement, c'est les tours de piste et puis les 6 chapeaux de Bono. Mais il en existe d'autres qui font tout à fait le job. L'idée étant de prendre en compte tous les points de vue pour arriver à une proposition. Et ensuite, cette proposition, c'est ça qui est intéressant, elle peut être médiocre, c'est pas très grave parce qu'on va la processer, on va la faire passer dans le process de la décision par consentement. Et je dirais que le moment où moi je ressens l'intelligence collective holomidale la plus forte, c'est lorsqu'il y a des objections et quand on traite les objections. Voilà, donc c'est bien dans le processus de décision que je la sens le plus fort, mais je peux la ressentir un petit peu moins fort lors de l'élaboration de propositions. Et puis en dehors, par contre, il faudrait que j'y réfléchisse. Je n'ai pas trop l'impression, à part les moments dont parlait Nathalie. Voilà. Bon, Élie, il est 13h59, donc on va peut-être s'arrêter là pour les questions. J'aimerais bien donner la parole quand même à une personne qui a levé la main depuis tout à l'heure, là je vois. Et puis on va s'arrêter là pour la première partie, sachant que si vous avez encore un petit peu de temps, on conserve une demi-heure pour discuter avec vous, échanger, que vous puissiez poser vos questions, qu'on y réponde, ou qu'on écoute vos réactions. Et puis on se quittera vraiment à 14h30, mais dans un instant, je dirai au revoir aux personnes qui doivent nous quitter à 14h. Donc, d'abord, la personne qui souhaitait réagir. C'est Michael, vous avez la parole. Oui, effectivement, c'est très intéressant, merci. J'ai beaucoup entendu de notions de gain de temps, gain d'énergie, d'efficacité, d'efficience et de résultats, en fait, donc de moyens, de stratégie, mais je me fais toujours la réflexion que pour que tout ça puisse se déployer, il me semble quand même quasi obligatoire, en fait, d'en passer par l'écoute de l'autre. J'ai pas beaucoup entendu ce mot, l'écoute de soi. Et puis les notions d'empathie, parce que je pense que c'est ce qui va peut-être conditionner le fait qu'on déploie intelligemment et collectivement une solution quelle qu'elle soit. Voilà la remarque en tous les cas, et la contribution que je voulais faire. Merci Michael. Merci. Du coup, je t'invite à baisser la main, Michael. Et pour respecter le timing et toutes les personnes qui doivent peut-être reprendre le boulot ou partir sur d'autres réunions, je vois que vous êtes déjà un certain nombre à quitter le webinaire. On vous remercie d'être venu, d'avoir partagé ce moment. Ce qu'on voulait vous dire, il y a d'une part la possibilité de nous contacter. Vous allez recevoir d'ici 1 ou 2 jours un mail
dans lequel on va vous mettre des liens vers nos agendas. Vous allez pouvoir prendre rendez-vous éventuellement avec Nathalie, Elie ou moi si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, avoir des réponses par rapport aux questions que vous vous posez dans votre organisation, puisqu'on vous propose, suite à ce webinaire, de profiter d'un rendez-vous conseil avec l'un d'entre nous, voilà, gratuitement. Donc, vous pouvez prendre ce temps-là, caler un rendez-vous et puis on discutera. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y a des formations aussi. On vous mettra le lien vers notre site internet où vous pourrez voir les formations que Nathalie et moi nous donnons prochainement. Ce seront des formations en ligne, puisque pour l'instant, on est un peu bloqué. On n'est pas sûr de pouvoir reprendre en présentiel rapidement. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, les copains? Je crois pas. Hein. Non, c'est bon, le lien vers le replay. Je sais pas si tu l'as dit. Voilà. Vous allez recevoir le lien vers le replay. Donc, si vous pensez que vous avez des collègues qui pourraient être intéressés par la thématique, n'hésitez pas enfin, des collègues ou des amis, des contacts à leur envoyer. Et puis, ma foi, voilà, Cohésion Internationale est là pour répondre à vos questions, à vos demandes et éventuellement à vos besoins sur toutes ces questions de management, d'organisation et de coopération. Très bonne journée à ceux qui doivent nous quitter. Et puis, pour les autres, vous êtes les bienvenus pour rester encore un petit peu. Vous êtes encore 50% à être présents. Voilà, je vois qu'il y en a qui nous quittent. Salut à tout le monde. Merci, au revoir à ceux qui doivent s'en aller. Et puis pour ceux qui restent, Elie, peut-être tu as vu d'autres questions dans le chat? Tu pourrais poser à Nathalie. Alors, il y avait beaucoup de réactions. Il n'y avait pas tant de questions que ça. Il faudrait que les gens ils les reposent idéalement. Alors, ce qu'on peut faire aussi, si vous levez la main, là, je vois qu'il y a une personne qui a la main levée, on peut aussi vous donner la parole. Et puis là, dans cette dernière demi-heure, soit vous réagissez et vous nous dites que c'est une réaction et que vous n'attendez pas de réponse de notre part, ou alors, si dans votre réaction, il y a une question, vous demanderez à Nathalie, Elie ou moi de répondre. Alors, est-ce que c'est Mickaël qui a toujours la main levée, Elie? Non, c'est Nicolas. Ok. Nicolas, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, vous m'entendez? Ouais. C'est bon. Moi, je voulais juste réagir. C'est moi qui ai posé la question tout à l'heure sur les vrais désaccords, comment ça se passe. Et effectivement, il faut prendre du temps, je suis bien d'accord. Le problème, c'est que parfois, on n'a pas de temps et que la décision, elle doit être rapide. Et je pense qu'on atteint là peut-être une limite de l'intelligence collective et un vrai risque de frustrer des participants pour lesquels on aurait promis de prendre l'avis et puis que cet avis n'est pas suivi. Bon. Ça peut être une limite et une difficulté en tout cas. Et je voulais juste rajouter, moi j'ai participé dans une précédente vie à des réunions d'intelligence collective avec des techniques d'animation type chapeau de Bono, etc., mais qui étaient un petit peu isolées dans l'entreprise et qu'on souhaitait, avec la personne qui menait ça, qu'on souhaitait un peu diffuser dans l'entreprise. Ça n'est possible, ça, que s'il y a une vraie volonté de la direction, de mettre ça en place, de la direction, et puis de la RH, des ressources humaines, parce que sinon, ça n'essaime pas et ça reste à l'état de un petit service, une petite équipe qui fait son expérience, mais ça ne va pas plus loin. Et à partir du moment où on n'essaime pas, ça s'éteint parce que ça nécessite quand même au départ de l'énergie, de l'investissement. Et à la fin, on se fatigue quand on reste tout seul si on n'a pas une dynamique qui s'installe dans toute l'entreprise, en fait. Voilà. Voilà. Merci beaucoup pour ton témoignage. Alors, je vois qu'il y a d'autres mains qui se lèvent. Elie, est-ce que tu veux bien… Valérie, voilà. Vous pouvez activer votre micro. Vous m'entendez? Ouais. Oui. Oui, c'était pour réagir. C'est moi qui ai posé la question tout à l'heure sur un petit peu le périmètre de l'intelligence collective. Parce que moi, je constate en grande entreprise beaucoup d'effervescence autour de cette intelligence collective et notamment aussi des collectifs qui se créent un petit peu tous azimuts, je dirais. Et notamment sur des sujets, parfois comme notamment dans la com, où on est amené du coup à essayer de faire des choses en coopération, mais comme par exemple la rédaction, des choses comme ça, qui pour moi sont des choses quand même très personnelles. Enfin, voilà, je trouve que c'est quand même très difficile
de rédiger ou de faire un travail de création en collaboration. Et voilà, donc je voulais avoir votre réaction là-dessus pour comment en fait appliquer l'intelligence collective dans des domaines ou sur des sujets qui sont plutôt du domaine de la création, de la rédaction, de la communication, qui ne sont pas forcément évidents pour ça. Et donc du coup, ça peut donner lieu à parfois des situations, des choses un peu pas forcément évidentes ou faciles à vivre, quoi. Enfin, ça n'a pas forcément de sens, disons. On a l'impression que c'est un petit peu pour dire, voilà, on fait du collectif et tout, mais bon, dans certains cas, ça n'a pas de sens. C'est un petit peu le message que je voulais faire passer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour l'instant, de tes expériences, tu trouves que ce n'est pas très efficace, c'est ça? C'est pas sur le sujet. Enfin, quand on essaye de rédiger quelque chose en collectif, par exemple, ça peut pas le faire. Okay, donc pour toi, dans tes expériences, ouais, tu as eu des expériences un peu fâcheuses où vous avez tenté de faire de l'intelligence collective, de faire du collectif, mais finalement, ça n'a pas abouti. Enfin, si, ça aboutit, on arrive à faire des choses, mais voilà, mais pour moi, c'est pas vraiment de l'intelligence collective. Enfin, peut-être que d'ailleurs, c'est hors sujet par rapport au webinaire, parce que finalement, pour moi, c'est pas vraiment de l'intelligence collective, finalement. Ok, alors Nat, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais dire par rapport à ça, parce que j'ai cru comprendre que c'était une question. Ouais, du coup, si je devais reformuler la question, ce serait est-ce que faire collectif, c'est forcément de l'intelligence collective et est-ce que c'est nécessaire et du coup, moi, je dirais non, en fait. Je dirais pas qu'il y ait de règles, c'est-à-dire il faut absolument faire la rédaction ensemble ou il faut absolument la rédaction de ne jamais la faire ensemble. Je dirais que c'est à chaque groupe et à chaque instant, en fait, de prendre cette décision. Ce qui me semble important, et il y a souvent des amalgames qui sont faits entre le stratégique et l'opérationnel, c'est-à-dire l'intelligence collective et le fait de décider ensemble, c'est au niveau stratégique. C'est-à-dire, par exemple, si là, nous, au niveau de cohésion, on devait prendre la décision de faire un flyer ou un nouveau site internet ou rédiger un article sur LinkedIn, que sais-je, eh bien, ce qui va être décidé au niveau décidé ensemble, ça va être l'idée de le faire. Et peut-être un périmètre de quand on le fait, à qui on s'adresse, combien d'exemplaires, enfin voilà. Et après, une fois qu'on s'est mis d'accord de manière stratégique sur « OK, on fait ça », et bien après, soit il y a un groupe qui va se constituer pour le faire parce que ça leur plaît de le faire ensemble et qu'ils s'estiment efficaces là-dedans, soit ça va être une seule personne qui a le mandat du coup du groupe et qui va s'en occuper. Mais ça, en fait, il n'y a pas de… C'est en fonction des personnalités. Il y a des gens qui aiment bien travailler à plusieurs, d'autres… qui préfèrent, quand ils sont productifs, le faire seul et ensuite revenir vers le groupe. Et après, c'est toujours un jeu entre qu'est-ce qui est stratégique, qu'est-ce qui est opérationnel, et surtout dans la question de la communication, de mon expérience, je vois que souvent c'est sensible, parce que comme c'est l'image que je vais donner de moi ou de mon expertise, de mon sérieux professionnel ou que sais-je face au public, eh bien, je vais vouloir que ce soit vraiment parfait comme je l'entends, et comme on est tous différents, on a tous une vision différente. Ça va être un subtil mélange de lâcher prise, parce qu'à un moment donné, il faut le faire, et ça ne peut pas être exactement comme moi je le voudrais. Et en même temps, si c'est important pour moi, je le dis, et je vais dire, je considère que c'est stratégique là, et dans ce cas-là, je tiens à ce que mon avis soit pris en compte. Mais je dirais qu'au fur et à mesure qu'on utilise des outils d'intelligence collective et qu'on développe l'esprit coopération, eh bien, on arrive à trouver cet équilibre, en fait, entre je lâche prise sur mon idée à moi parce que je la veux, et en même temps, c'est important que je participe et que je donne mon avis. Voilà, je suis peut-être allée dans plusieurs sens. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement à la question. Mais… Merci beaucoup, c'était un très bel éclairage. Tout à fait. C'est vrai que c'est, en effet, dans le domaine de la communication, c'est peut-être particulier, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, en tout cas. Merci Valérie. J'ai l'impression qu'il y a encore une personne qui lève la main, Élie. Oui, c'est Pascal. Alors, c'est quel Pascal? C'est Pascal, mais je préfère pas dire les noms de famille. Voilà, c'est Région de Tours. Voilà. C'est Roussel. Yes. On a Rousseau et Roussel. Ça suffit. Oui, quelques petites réactions. D'abord, bravo, merci beaucoup pour vos webinaires. Je trouve que vous avez gagné
en efficacité, en communication, donc bravo à vous. Deuxième chose, oui, une petite réaction. Dommage que dans les sondages, on peut pas mettre plusieurs choix, parce que des fois, d'ailleurs, je crois que Nathalie Labarre l'a cité, qu'elle pouvait effectivement souhaiter quelque chose, mais en même temps que c'était difficile à mettre en place. Voilà, donc la possibilité peut-être dans les sondages de faire un multiple choix. Et je voulais revenir sur la réaction, je ne me souviens plus de qui parlait que peut-être dans les structures horizontales, ce n'est pas aussi nécessaire justement l'intelligence collective, en tout cas les outils pour l'intelligence collective. Et je ne suis pas si sûr parce que je pense que c'est vraiment une posture différente de notre conditionnement sociétal qui vient par exemple de la violence éducative ordinaire qu'on a pu subir dès notre enfance et encore jusqu'à maintenant, et qui nous donne souvent une posture de combattant, de convaincre, de débat, de confrontation. Et donc de changer de posture, eh ben, ce n'est pas évident. Et justement, la sociocratie et les outils d'intelligence collective permettent ce travail-là dans un climat de sécurité relationnelle, de faire un travail de résilience, justement pour que ces parties de nous qui ont été blessées et qui rentrent dans un rapport de force souvent inconscient et des fois parfois conscient avec l'autre, nous permettent petit à petit de changer de posture. Donc je pense que même dans des structures horizontales, on est encore pas mal de gens blessés, conscients ou inconscients, et qui reproduisent, et conditionnés, qui reproduisent des façons de se relationner qui nécessitent justement de l'explicite, d'avoir des repères, un point de départ, de décision, de prendre l'autre, de le prendre en compte en équivalence totale. Donc ça, à mon avis, même dans les structures horizontales, ça peut être bénéfique, à moins que c'est déjà des personnes qui sont très abouties, un collectif qui a déjà beaucoup travaillé sur lui et sur le collectif, individuellement et sur le collectif. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail, même dans les structures horizontales, et qu'il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions, et voilà, pour y arriver. Et je reviens sur Michael qui disait que l'écueil sur l'intelligence collective, qui était notamment les 3 écueils, qui étaient l'écoute, la responsabilité qui peut être dissoute, et puis l'expression de l'émotion. Je reviendrai sur l'écoute. Et quand il reprenait son intervention, sa réaction sur qu'on n'avait pas beaucoup en parlé d'écoute et d'empathie. Et oui, on n'a pas parlé effectivement sur ce webinaire, Nathalie Labarre n'en a pas parlé forcément, mais c'est un des points fondamentaux justement dans la sociocratie, c'est efficacité et résilience. Et pour cela, il y a vraiment cette notion des 5 pouvoirs, en puissancer les personnes dans les 5 capacités à s'exprimer, à s'écouter, à proposer, à objecter et à être solidaires les uns des autres. Donc je pense que voilà, ça existe vraiment, quoi, ce souci de l'autre, de l'écoute de l'autre et d'une véritable équivalence à travers justement l'empuissancement de ces 5 pouvoirs. Voilà, j'ai dit. Waouh, c'est chouette. Alors, pour information, ce Pascal Roussel est notre stagiaire et c'est chouette de t'entendre dire tout ça. Je vois qu'il y aurait potentiellement plusieurs sujets de webinaire que tu pourrais nous animer. Donc, voilà, c'est très chouette. Merci, Pascal. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, du coup? Ouais, il y a encore une main levée, Elise. Non. Non, c'est Pascal. Pascal. Ah, ok. Il est 14h14, donc on a encore un petit peu le temps. Il y a eu des questions quand même. J'ai vu par exemple passer une question de Pascal Rousseau sur le lien. Il voulait clarifier le lien entre sociocratie et intelligence collective. Voilà, qu'est-ce que l'intelligence collective par rapport à la sociocratie, Nathalie? Je dirais que l'intelligence collective, ça va être la conséquence de la mise en place de l'implémentation de la sociocratie dans une organisation. Du coup, ça va permettre, en installant l'équivalence, en permettant une meilleure circulation de l'information, en sortant des jeux de pouvoir, etc., eh bien, voilà, on active l'intelligence collective holomidèle, celle qui prend en compte toute la complexité des individus, de la réalité, de l'organisation, etc. Voilà, je ne sais pas si Yanis, tu veux ajouter quelque chose? Non, pas du tout. J'aurais dit la même chose, mais en 3 fois plus longtemps, donc c'est parfait. Est-ce que tu vois d'autres questions, Elie? Quels exemples de méthodes d'outils pour un langage commun? Quels exemples de méthodes et d'outils pour un langage commun, pour un langage et une culture commune de la coopération? Eh bien, justement, tout à l'heure, il y a une personne qui a dit qu'on n'avait pas assez parlé d'écoute. Alors aujourd'hui, effectivement, on n'en a pas parlé, mais j'avais déjà parlé dans d'autres webinaires. Pour moi, c'est l'utilisation, ça va être le fait d'utiliser les outils d'animation en intelligence collective et l'équivalence avec la sociocratie, mais aussi
vraiment un langage commun, ça va être d'utiliser la technique que je transmets en formation, la formation qui s'appelle communication coopérative. Et donc, ça va être d'activer au quotidien, dans sa communication, les 5 pouvoirs qui sont le pouvoir d'écoute, le pouvoir d'expression, le pouvoir de proposition, le pouvoir d'objection et le pouvoir de solidarité. Et donc, du coup, ça permet en fait de prendre conscience quand j'ai une demande, quand j'ai envie de faire quelque chose, quand j'ai un point de vue, qu'en fait, derrière, il y a un besoin et que ce besoin n'est pas à confondre avec la stratégie que je suis en train d'employer pour satisfaire ce besoin. Et que sur la stratégie, eh bien, je vais pouvoir la modifier parce que ma stratégie ne plaît pas forcément à la personne qui est en face. Et si elle ne lui plaît pas, ça veut dire que ça atteint ses limites. Et si ça atteint ses limites, les limites rouges de l'objection, c'est vraiment important que je change de stratégie. Par contre, si j'ai un besoin, je le mets jamais de côté. Et par contre, j'essaie de trouver une autre stratégie pour répondre à ce besoin et qui répondent à ce besoin et qui considèrent aussi les besoins et les limites de la personne qui est en face. Et ça, c'est des techniques utilisées au quotidien. Et le fait de justement, Élie, Yanis et moi, ce que je constate, c'est qu'on a vraiment ce langage commun de faire des propositions. Est-ce que c'est une objection est-ce que c'est un besoin, une stratégie? Voilà, on a ce langage commun et on se comprend bien. Et du coup, on est assez efficace dans la négociation au quotidien et dans la gestion de nos conflits. Voilà. J'aurais bien voulu apporter d'autres choses. Alors, j'ai commencé tout à l'heure à répondre un petit peu dans le chat en disant à Pascal qu'il y avait aussi les gestes qu'on utilise qui sont vraiment un langage commun. Et là, je viens de découvrir, il y a un chercheur en qualité de vie au travail qui s'est renseigné, qui a eu des informations en neurosciences, en fait, des études qui ont été faites et qui montrent que lorsqu'un groupe se dote de rituels spécifiques, et donc, alors de rituels ou d'outils spécifiques ou développe un langage spécifique au groupe, chaque individu qui compose le groupe va développer un sentiment d'appartenance à ce groupe. Et du coup, on peut imaginer, lors de chaque réunion, les gens vont être contents de retrouver ce groupe dans lequel ils vont pouvoir utiliser un langage qui n'est connu que de ce groupe. Donc, vous l'avez peut-être remarqué pendant le webinaire, Nathalie et moi, on a tendance à beaucoup faire ça quand on est d'accord et qu'on a envie de soutenir ce que notre collègue est en train de dire. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup fait ça, mais lors de nos réunions, ça peut arriver. C'est pour dire qu'on n'est pas d'accord. Et puis, on a développé tout un tas d'autres gestes pour pouvoir s'exprimer sans couper la parole de la personne qui est en train de parler. Voilà. Donc ça fait partie des outils qu'on peut utiliser. C'est pas obligatoire, mais que nous, on aime beaucoup. Il y en a d'autres. J'avais quoi en tête? Il y a le vocabulaire. Il y a les jeux coopératifs aussi. Le fait de mettre en place des rituels et de se dire que, alors ça c'est plus lorsqu'on est en présentiel, mais on va commencer nos temps de travail par un jeu coopératif où on va faire quelque chose simplement pour nourrir les relations entre nous. Et on ne va pas parler des sujets encore de la réunion, mais on va prendre plaisir à être entre nous et à améliorer notre lien de confiance et de plaisir à être ensemble. Ça c'est important. Et puis si, les derniers outils que, Pascal, tu connais bien parce que tu as suivi nos formations, et puis d'autres, si vous avez fait de la CNV, vous les connaissez bien aussi sans doute. En CNV, on parle de météo, la météo du matin, la météo de l'après-midi, c'est comment on se sent. Donc avant de commencer une réunion, avoir ce petit rituel, nous on appelle ça les rondes d'ouverture, où on invite chaque individu à dire comment il se sent, là tout de suite dans l'instant présent, pour pouvoir commencer la réunion. Alors tantôt, on peut parler de la réunion s'il y a des sujets qui nous stressent, ou au contraire qui nous enthousiasment. Mais on peut aussi partager des choses plus personnelles sur ce qu'on vit en ce moment dans notre vie privée qui peut-être fait qu'on est stressé en ce moment ou angoissé ou pas bien, ou au contraire qu'on est super enthousiaste et plein de joie, parce que ça fait du bien aussi d'entendre ça. Et puis le même rituel en fin de réunion, on appelle ça nous la ronde de clôture, où on demande aux gens de se mettre en position méta, d'éviter de revenir sur les sujets qu'on a abordés dans la réunion, mais plutôt de dire comment on l'a vécu cette réunion. Donc on va vérifier à ce moment-là, est-ce que l'animateur a bien fait son travail? Est-ce que chacun des membres a bien respecté les règles de la coopération pendant ce temps de travail? Et est-ce qu'on a pris plaisir à être ensemble? Est-ce qu'on a été efficace? Ou est-ce qu'au contraire, il y a eu des moments de tension? Et dans ce cas, on va les faire émerger. Voilà, pour pas que ça reste sous le tapis et que ce soit… Généralement, c'est pas oublié. Généralement, après, ça se discute à la machine à café et c'est pas très constructif ce qui s'y dit. Donc là, l'idéal, c'est de dire devant les personnes concernées s'il y a des choses qui ont été désagréables. Et en fait, tout ça, ce sont des petits rituels qui vont constituer une culture commune et qui vont faire que chacun va se sentir vraiment appartenir à ce groupe. Voilà, j'espère qu'on a répondu à la question de Pascal. Est-ce que tu as d'autres questions, Élie?
Quels outils recommandez-vous pour amener certains membres d'un groupe large à se réunir en groupe restreint sur une vision commune assez ancrée pour nourrir la prise de décision par consentement? Objection fondée sur les objectifs communs du groupe. Alors, moi, je sens de la complexité dans cette question. Alors, la personne qui a posé cette question, je ne sais plus, c'est Alain, je crois. Alain, je vous invite, si vous voulez en discuter, peut-être à prendre rendez-vous avec nous, comme c'est proposé, et en cliquant sur le formulaire contact là, du site que Élie a partagé. J'ai envie de demander pourquoi amener un groupe restreint à se réunir au sein d'un groupe large, qu'est-ce qui motive en fait cette envie de questionner ça. Et ensuite, d'une manière générale, pour amener des personnes à faire quelque chose qui répondrait à un besoin que j'ai, c'est de faire une proposition, en fait. Voilà, de bien réfléchir à la proposition, de réfléchir à qui j'ai envie de faire cette proposition, de faire une proposition, de vérifier que ma proposition est claire en demandant est-ce que vous avez des questions, ensuite de demander quelles sont vos réactions. Puis là, j'écoute ce que les personnes ont à dire. Est-ce qu'ils estiment que c'est une bonne idée? Est-ce qu'ils en ont encore d'autres? Est-ce qu'ils ont des propositions d'amélioration, des pistes d'amélioration de ma proposition? Et ensuite, de vérifier que personne n'a d'objection. Et après, de vérifier qui est le responsable opérationnel de la mise en place de la décision qu'on vient de prendre, que ce soit clair sur qui est cette personne, et qu'ensuite la personne mette en place vraiment en respectant le mandat qui a été donné par le groupe. Voilà, d'une manière un peu généraliste, comment je répondrais. Mais s'il y a une certaine forme de complexité, Alain, je vous invite à prendre rendez-vous avec nous pour en discuter. Yanis, tu voulais ajouter autre chose? Ouais, parce que j'ai l'impression, en lisant la question d'Alain, en gros, que la situation qu'il décrit, c'est qu'il y a un grand groupe et qu'on a besoin d'avancer voilà, sur une proposition. Et du coup, moi, je trouve que c'est une bonne stratégie que de se dire qu'on ne va pas passer énormément de temps à 50 à élaborer une proposition ensemble. Donc, on délègue un petit groupe de personnes qui peuvent être 2, 3, 4 personnes, voilà, qui sans doute ont envie et puis qui ont une expertise sur le sujet qui semble intéressante pour élaborer une proposition. Alors, si c'est ça la situation que tu décris, Alain, moi, je trouve que c'est une très bonne réaction que de faire ça. Et ensuite, la question d'Alain, c'est quels outils au pluriel? En fait, c'est les outils d'élaboration de propositions. Donc, tout à l'heure, j'ai nommé les tours de piste, j'ai nommé les chapeaux de Bono, qui sont un petit peu longs, ça dépend un peu du sujet. Mais il peut y avoir aussi, tu vois, par exemple, si un groupe veut travailler sur sa raison d'être, on a une technique spécifique pour travailler sur la raison d'être. Et puis après, c'est tous les outils, mais nous, on en connaît, on connaît surtout ceux-là. Je sais qu'il en existe plein d'autres, mais les outils de créativité. Voilà. Donc, je t'encourage à aller voir de ce côté-là si c'est ça dont tu as besoin. Et puis nous, effectivement, on a quelques fiches outils pour décrire tous les 3 outils là dont je viens de parler. Donc, comme l'a dit Nathalie, tu peux nous recontacter par la suite. Voilà, il est 14h24. Il y a des mains levées, Élie. Pascal avait la main levée. Oui, c'était juste pour faire une réaction par rapport à la question que vous avez répondu. Quels sont les langages, des exemples de langages communs? Du coup, au vu de vos réponses, ça m'ouvre des horizons, enfin, ça continue à ouvrir des horizons sur le système restauratif, en fait. Et je vois le lien maintenant entre le langage commun au service de la coopération et le système restauratif. Alors, autant dans la prévention avec les 5 pouvoirs, la communication non violente, dont fait allusion de façon implicite Nathalie en parlant des besoins, quels sont les besoins derrière une stratégie, de faire la clarification de ça, les rituels aussi d'ouverture ou de clôture pour rejoindre, faire une connexion avec les personnes avant et après toute action, qu'elle soit de prise de décision, de proposition ou autre. Et voilà, donc ça me permet de mieux comprendre, parce que je pensais que c'était un langage vraiment bêtement, en fait, je pensais que c'était quelque chose de verbal, mais c'est bien plus que ça rejoint tout ce qui nourrit justement, comme tu disais, Yanis, le plaisir d'être ensemble et l'efficacité, quoi. Voilà. Donc, je voulais juste témoigner que ça me faisait vraiment écho sur le système restauratif qui est très inclusif de tout ce qu'on peut imaginer au sein d'un groupe, et la notion spécifique justement qu'est-ce qu'un groupe veut se doter comme langage commun. Et je crois que c'est important effectivement que le groupe choisisse un langage commun et que ce soit le groupe, voilà, par consentement, de façon vraiment très, très sociocratique,
avec de l'intelligence collective qui choisissent justement son langage commun qui permettra une meilleure adhésion à ces langages, ces différents outils de langage commun, et du coup à avoir une meilleure adhésion, implication et un meilleur bien-être et aussi efficacité. Voilà, j'ai dit et je vous remercie. Merci Pascal. Il y avait une autre personne, puis je vois qu'il y a des questions qui arrivent dans le chat aussi. Ouais, bah, peut-être Frédéric, peut-être une dernière intervention, parce que je vois qu'il est 26. Enfin, je sais pas. Frédéric, je ne sais pas s'il voulait parler à propos de ce qu'il proposait dans le chat, le rituel du dialogue au sens du professeur Sange. Voilà, vous avez la parole. En fait, oui, je voulais réagir par rapport à la curiosité Par qu'exprimait. contre, on ne t'entend pas très bien, Frédéric. Il faut vraiment que tu te rapproches de ton micro si tu peux. Je voulais réagir par rapport à la curiosité qu'Yanis exprimait. Oui, moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est mettre en place ce dialogue au sens de Peter Senge qui, en fait, fait une différence entre le dialogue et la discussion. Le dialogue étant la possibilité d'entendre la différence de chacun sans pour autant réagir. Un peu ce que proposait tout à l'heure Yanis avec Nathalie en disant on va reprendre des remarques et on ne va pas rebondir dessus. Et notamment, il y a cette pratique qu'essaye de démocratiser Christine Keller, qui a importé le Forum ouvert en France, qui s'appelle la bulle de dialogue et qui propose un processus où chacun va pouvoir exprimer son opinion sur un sujet qui est souvent posé sous forme de questions et qui peut être un peu brûlant dans l'organisation dans laquelle on travaille, par exemple. Et d'être en mesure d'entendre en fait les opinions de chacun sans avoir à rebondir et de créer en fait comme ça une culture commune et un langage commun, puisque dans les différentes phases, il y a quand même une part de clarification et d'échange. Et donc pouvoir poser ce genre d'espace régulièrement dans l'entreprise, je trouve que c'est une bonne manière d'atteindre une culture commune et un langage commun. Voilà, j'ai dit. Super, merci Frédéric. Bon, ça donne envie de se renseigner effectivement sur ces outils-là, la bulle de dialogue et puis le rituel du dialogue. Merci beaucoup. Écoutez, il est 14h28, donc on va bientôt tirer notre révérence. Et puis nous, on va continuer à travailler sur les conclusions de ce webinaire. On va vous envoyer des petits messages avec le replay, etc. Mais bon, on a encore une toute petite minute. J'ai vu qu'il y avait des questions qui avaient émergé sur la fin. Élie, est-ce que tu en as une en particulier? Je pense que Nathalie pourrait répondre. Je pense que c'est pas mal, hein. Il est 29, s'il faut répondre. Je pense que c'est bon là. Moi, j'invite toute personne qui aura des questions en suspens à nous contacter et pour respecter l'horaire de fin, là, on se dit au revoir tranquillement. Et... Voilà, moi j'étais prêt à rester encore pendant 1 heure, mais il y a plein de gens. J'ai une réunion dans une demi-heure et il faut que je me prépare. Ok, ça marche. Alors peut-être ce qu'on peut faire, c'est proposer aux 3 intervenants que nous sommes de faire leur petite ronde de clôture. J'en ai parlé tout à l'heure de ce petit rituel et de pouvoir nous dire comment vous sortez de ce webinaire, en commençant par Nathalie. Eh bien, moi, je suis contente. En tout cas, d'un point de vue technique, j'ai l'impression que ça s'est bien passé. Alors, j'ai eu l'impression qu'il y a eu des grésillements parfois, donc j'ai hâte de voir au niveau du son, le replay, ce que ça donnera. Voilà, je suis un peu curieuse par rapport à ça. Et puis, je me sens vraiment contente de justement l'intelligence collective. J'ai l'impression que de la manière dont on amène les choses, il y a d'autres personnes qui amènent leur point de vue, leur expérience. On laisse vraiment la place à ça. Et ça, j'en suis contente, en fait, vraiment, parce qu'il y a eu des éclaircissements qui ont été apportés par d'autres et qui complètent vraiment ce qu'on dit. Et il y a eu des fois des personnes qui n'étaient pas tout à fait d'accord. Et le fait de laisser la possibilité, justement, à la divergence d'émerger, enfin voilà, je pense qu'on a vécu une forme d'intelligence collective et j'en suis vraiment ravie. Et voilà, je laisse. Merci Nathalie. Élie. Oui, moi aussi, je suis très content. Beaucoup de retours positifs. Là, les gens ont vraiment l'air d'avoir été intéressés. Donc c'est génial. Vraiment, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez mettre ça en place en fait, dans votre entreprise et vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Voilà. Pour ma part, j'ai dit. Alors, à moi, du coup, de prendre, je suis ravi. En plus, alors, je découvre qu'on s'est rencontrés, Frédéric. Je lis ton message sur le chat en même temps. Alors, je ne me souviens pas trop. Je vais aller chercher qui est ce Frédéric, que j'ai rencontré il y a 4 ans en formation.
En tout cas, vraiment ravi d'avoir vécu ça. Beaucoup de reconnaissance pour toi, Nathalie, comme d'habitude. Je trouve que tu as préparé avec beaucoup de rigueur ce webinaire. Tes visuels sont super comme d'habitude. Donc, je te tire encore une fois mon chapeau par rapport à ça. Élie, super carré au niveau technique. Rien à dire. Donc, le bilan va être super rapide. Ça, c'est bien aussi. Et je vois qu'on s'est vraiment amélioré. Content que Pascal l'ait remarqué et pu nous faire le retour. Je suis content de voir qu'il y a des gens que je connais qui sont là et puis très content de voir qu'il y a plein de gens dont je ne connais pas les prénoms que je découvre. Et ça me fait un effet un peu bizarre en fait de parler devant sa caméra. Je suis tout seul dans mon bureau et je me dis que j'aimerais bien les rencontrer, ces gens-là. Alors, c'est vrai qu'il y a cette opportunité pour ceux qui le souhaitent du rendez-vous conseil. Donc, n'hésitez pas. Et puis, sinon, d'autres webinaires sur notre site internet, vous verrez, il y a d'autres webinaires qui nous attendent pour les semaines à venir. Donc, où que vous soyez, faites attention, le virus n'est pas loin. Donc, voilà, faites gaffe. Et puis, prenez plein de plaisir à réfléchir à toutes ces questions-là parce que vraiment, ça change la vie. Et ça nous rend à la fois plus efficaces, mais aussi beaucoup plus heureux au travail. À très bientôt à tout le monde. Salut, salut. Au revoir. Je coupe.